savoir des personnes qu'on dit, alors certaines d'entre elles vont peut-être avoir tout un point de vue là-dessus, accompagnées, concernées. Des bénéficiaires de l'innovation ou des usagers? D'ailleurs, est-ce que derrière bénéficiaires, là je traverse toutes les questions qu'on a pu évoquer, on va situer tout le monde, professionnels, voire acteurs du territoire, hors de nos établissements y compris, ou est-ce que par bénéficiaire, on entend les personnes qui sont accompagnées ou qui sont soignées et pas les autres? Donc voilà, parmi d'autres, des questions qu'on a traversées au cours de ces 6 rencontres, et dont vous avez le compte-rendu brillamment synthétisé, compte tenu des contraintes de communication, par Salomé Heurtebise, ici présente, mais en version plus détaillée, probablement en format électronique, sinon sur le site de Novap, donc sur une dizaine de pages, sur le site de Novap, justement. Donc si vous voulez aller vite, vous avez déjà le PSS. Si vous avez plus de temps et éventuellement quelques effets à portée de main, il y a la version plus complète. Cela étant, on avait essayé aussi dans la contribution, enfin dans les contributeurs au groupe de travail, alors j'entends pas les personnes qui venaient présenter des projets sur lesquels on travaillait, sous forme de récits qu'on essayait d'analyser avec elles, mais plutôt les contributeurs, les membres qui ont tout au long de l'année traversé ces analyses. On avait, alors non pas dans un ordre particulier, mais pour les citer toutes et tous, parce que l'idée, pour essayer d'illustrer, c'est que chacun apporte quelque chose, y compris en personne, et pas toujours comme représentant institutionnel. Salomé Heurtebise, Naomi Leclerc, Zoé Pellini, Suzanne Malissard, Philippe Aubert, présent à cette table ronde, Carole Lefloc, évidemment, je vous donne un indice sur qui faisait partie du groupe de travail, Catherine Cerizet, Jean-Christophe Cavant, Guéno Léjean, Lydie Charlotte Paillet, Isabelle Côté, que vous avez sans doute repéré ce matin, bien que je ne lui rendrai pas l'appareil avec mon accent ch'ti, mais qui, à son sourire, nous rappelle qu'elle est déjà là, Bastien Fraudet, qui nous a rejoint également. Alors peut-être que chacune pourra se présenter aussi très brièvement. Laura Bédubourg, qui travaille avec Bastien, Willy Allègre, François Gratteau et Cédric Routier, votre modérateur pour les 3 heures qu'il nous reste, si je me souviens bien. Cela étant, peut-être on peut commencer par une première question pour laquelle je vais me tourner vers Bastien, si tu en es toujours d'accord. On a essayé, lorsqu'on réfléchissait à accompagner, mais aussi associer et permettre de contribuer à des personnes dites accompagnées, lorsqu'on essaie de réfléchir à des manières de faire, on avait l'impression qu'il y a des projets pour lesquels l'approche était un peu plus artisanale, et c'est chemin faisant et en marchant qu'on apprend, et d'autres pour lesquels il y avait une inspiration de modèles préexistants, de choses qui sont déjà dans l'air du temps depuis, pourquoi pas, une dizaine d'années. Ce matin, on a utilisé l'expression de Living Lab. Bastien, serais-tu d'accord pour nous dire un petit peu de ton point de vue? Et je le rappelle à tout le monde, dans un temps relativement bref, mais je ne manquerai pas de vous le rappeler s'il le fallait, on doit définir le cadre ensemble dans les démarches participatives, c'est ce que je viens de faire de façon très autoritaire, mais ça, ce n'est pas l'esprit qu'on voudrait illustrer. Dans un Living Lab, alors, comment est-ce que, de ton point de vue, peut-être plus orienté d'ailleurs sur le développement de produits, on peut associer des personnes, et lesquelles, dont après tout, c'est peut-être pas le métier, mais peut-être l'envie, je ne sais pas, comment tu verrais les choses? Alors c'est une question qui est difficile à répondre en quelques minutes, mais je vais essayer de la faire assez vite. Mais je pense que pour comprendre un petit peu notre démarche, c'est bien de reprendre comment nous, c'est structuré chez nous, c'était quoi l'histoire. Donc nous, le Lab Saint-Hélier, c'est l'organe un petit peu dédié à la recherche du pôle Saint-Hélier à Rennes, qui est un centre de rééducation dans une association un peu plus grande. Et on a une double activité, aujourd'hui, recherche clinique appliquée, et puis une partie Living Lab. C'est depuis 2015, à peu près 70 projets, c'est on va dire à peu près 2000 personnes qui ont été impliquées, mais pas forcément dans une perspective de co-conception, on va en reparler. Donc nous, effectivement, notre cœur de métier, c'est quand même la recherche clinique. Et il y a une dizaine d'années, on a commencé à venir nous solliciter, enfin des entreprises, des startups, etc., pour expérimenter des solutions, parce qu'on est un beau terrain d'expérimentation quand on est une structure de rééducation. Et finalement, nous, ce qu'on a été capable de leur proposer, c'était une étude clinique, quoi, avec son cadre rigide, voilà, son modèle, son coût, sa longueur temporelle, et finalement des réponses qui ne correspondaient pas à la question, quoi. Donc on disait, oui, c'est aussi efficace qu'un placebo, ou mieux, et c'était pas forcément ce qu'on allait chercher, quoi. Ce qu'on allait chercher, c'était non mais ils en pensent quoi les gens? C'est intéressant, c'est facile à utiliser, est-ce qu'ils se projettent dans l'utilisation, etc. Et donc tout ça, ça nous a fait évoluer un petit peu dans nos modèles de l'expérience, l'expérimentation, pour essayer de mieux répondre à ces sollicitations. Là, c'est vraiment l'expérience pensée du point de vue de la recherche du laboratoire. Voilà. Et là, vous avez voulu aller vers l'expérience des personnes elles-mêmes, c'est ça? Voilà, en fait, on s'est rendu compte que finalement, dans la recherche clinique, l'usager, il avait un rôle extrêmement passif, mais dès qu'on questionne l'usage, voilà, et là, le meilleur pour en parler, c'est finalement l'usager, quoi. Et donc, il faut intégrer dans la démarche de conception l'idée que
l'expert de l'usage, c'est l'usager. Et ça apporte des nouvelles perspectives dans le projet et dans la co-conception. Et donc dans ce cadre-là, voilà, une fois qu'on intègre ce modèle, bah nous on a fait évoluer aussi nos process, voilà, qui sont aussi plus rapides, voilà, et qui permettent d'impliquer les usagers. Alors c'est vrai qu'il y a un petit débat autour de nous de c'est quoi l'usager. Voilà, donc pour nous c'est ceux à qui la solution va être destinée à un moment. Donc ça peut être effectivement la personne accompagnée, mais ça peut être aussi voilà, les professionnels de santé. Pour nous, mais la démarche reste la même, c'est comment on les implique dans le process de développement d'innovation. Depuis l'idée parfois, des fois l'idée elle est poussée par l'usager lui-même, pardon, voilà, parfois non, mais ils viennent s'impliquer de manière différente, ils viennent parfois on les sollicite pour affiner le besoin et les spécifications de la solution. Voilà, mais c'est de manière assez structurée, hein, voilà. Et puis après, ils sont sollicités ou participent à l'expérimentation, aux expérimentations, et ils vont nous faire leur retour d'usage, et des fois ça dit stop, c'est des no-go pour la suite du projet, hein, ça peut arrêter un projet de contribuer de cette manière-là. Et puis après, voilà, sur le modèle évaluatif, ils vont être bien sûr impliqués, mais aussi dans des modèles d'évaluation qui vont être différents des études cliniques, mais qui vont répondre à des questions qui vont directement trait à l'usage, voilà, en s'appuyant sur ce qu'eux sont à même d'exprimer comme ressenti, perception. Alors nous, on utilise des modèles voilà, du champ des sciences humaines et sociales, de l'ergonomie, parfois d'études cliniques, voilà, ça se croise. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment que ce soit participatif. Et nous, si on s'est lancé là-dedans, c'est pas par humanité. Alors je dis pas qu'on n'en a pas, hein, quand même, c'est quand même le cœur de notre métier. Mais voilà, si on a déployé ces modèles-là, c'est parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'on arrivait à des livrables qui nous paraissaient plus efficients que sans. Et puis que pour nous, Labo, il pouvait quand même aussi avoir un modèle économique qui pouvait se dégager de tout ça. Voilà. Et ça ne se fait pas sans mal et sans difficulté, mais ce sera l'occasion certainement d'autres questions. Sans doute, et puis il y aura également des questions de la salle qui se préparent déjà. Donc le modèle économique, on se le garde pour un peu après, ça devrait être assez rapide. Par contre, il y avait deux choses qu'on peut peut-être reprendre si tu en es d'accord, et qui va me permettre de me tourner vers à la fois Stéphane Soyer et ensuite Isabelle Côté, et puis ensuite avec Nicolas et Philippe ce qu'ils en pensent. C'est que tu es en train de nous dire que les degrés de participation, c'est pas toujours le plus haut de l'échelle, mais qu'il y en a différents et que tous peuvent à un moment donné être utiles, voire pour certains se contenter de certains niveaux, et dans d'autres projets aller beaucoup plus loin. Et ensuite, on met un petit peu tout le monde aussi, en termes de ce que tu peux apporter, sur un pied d'égalité, chacun apportant quelque chose. Je me permets de te demander, si tu le veux bien, de passer la parole à Stéphane, parce que Stéphane Soyer, tu as, toi, une expertise plus particulière et un autre point de vue, bien qu'il soit complémentaire, je crois, sur la dimension Living Lab, comment ça s'anime et comment des démarches collaboratives sur un territoire, avec plein de partenaires différents, on peut essayer de les faire vivre. Ça te va comme amorce ? Alors on dira Living Lab ou laboratoire vivant en bon québécois on dit les deux ? Les deux, on dit les deux, d'accord. Oui, donc effectivement, dans mon équipe, ensemble, dans le contexte de la Cato, mais on le fait en secteur de la santé, en milieu ouvert, dans des quartiers, on a une vision du Living Lab et une définition un peu différente. On dit que chez nous que le Living Lab est une méthodologie, une approche, un état d'esprit, on pourrait dire aussi, de transformation d'un écosystème avec et par ses parties prenantes. Et dans les parties prenantes, il y a les usagers, mais aussi les professionnels, ça peut être des élus locaux d'un quartier, ça peut être... Beaucoup de termes à définir, là, vas-y. Voilà. Parties prenantes, acteurs d'un terrain, d'un écosystème. Donc si je travaille en hôpital, on va définir quelles sont les parties prenantes du projet. Et puis, par exemple, j'ai pu travailler sur la co-construction d'un projet de soins avec la direction des soins d'un hôpital. Et on y est allé par niveau de participation différent et puis aussi par temps d'inclusion des parties prenantes différents. On y est allé par étapes. C'est-à-dire que quand on dit qu'on fait avec et par, c'est pas au plus haut degré de la participation tout de suite, par exemple de la codécision, et en impliquant tout le monde tout de suite. On va, comme disait Madame précédemment, faire une ingénierie sociale, on va être stratège social en quelque sorte, et donc on va penser
avec l'établissement, la direction de soins, comment, cycle par cycle, on va travailler à la participation pour faire coélaborer telle catégorie de parties prenantes, puis après telle autre, et cette démarche va inclure étape par étape différentes parties prenantes. Donc, par exemple, itérative. De manière itérative, cyclique. Voilà. Et donc, on fait dans notre définition du Living Lab, du laboratoire vivant, il y a 4 grands principes. Donc celui, bien sûr, de la co-création. Pour nous, un Living Lab est un lieu où les parties prenantes et donc les usagers bénéficiaires vont créer, parce que c'est quand on crée qu'on est vivant, je crois. Quand on est créatif, qu'on est vivant. La participation, bien sûr, et donc on va apprendre à s'engager petit à petit, de manière cyclique, progressive, toujours librement et sans contrainte. Ça a été dit aussi précédemment. La question de la liberté dans l'engagement est importante. Donc un Living Lab, c'est où on apprend à s'engager. Tu négocies les conditions d'engagement avec les gens qui souhaitent s'engager dans la démarche. Tout à fait, on définit chacun des cadres. Ouais. Par exemple, un autre exemple, avec une plateforme de répit, on a un projet où on est au 3e cycle d'engagement, de participation, où on imagine et on co-crée un service d'aide aux aidants avec des anciens aidants. Parce que le faire avec des aidants, avec et par des aidants, c'est un peu compliqué, ils ont déjà une vie super difficile, on va dire comme ça. Et donc, en fait, on a profilé des anciens aidants qui se sont appelés eux-mêmes super aidants, et non pas SUPER, mais SUPAIR, puisqu'en fait, on a utilisé des techniques de pair aidance, donc d'apprentissage entre pairs, pour après leur permettre d'accompagner, eux, avec leur expertise de vie, accompagnés par un ou une psychologue, ils font ça en binôme, mais pour après accompagner des aidants en situation. Il reste 2 piliers, Stéphane. Voilà, donc participation, collaboration. Et les 2 autres piliers, l'autre pilier, le 3e, l'apprenance. Un Living Lab, c'est un lieu où on apprend. Il n'y a pas que les gens du labo ou si on était dans une entreprise. Je pourrais vous parler par exemple, on travaille aussi pour des collectivités ou en entreprise dans un parc zoologique, donc là, des agents d'une collectivité. Voilà, on fait en sorte que ce soit apprenant pour tout le monde, pour les chercheurs, pour l'entreprise, pour la direction, et donc aussi pour les usagers. À chaque fois qu'ils sont impliqués, engagés dans la co-création, on met en place des petits temps et des outils de relecture, ça a été dit aussi ce matin, de récits pour reprendre conscience de qu'est-ce qu'on a fait, relire l'expérience, et donc les mettre en situation de prise de conscience de leur apprentissage. Et certains mécanismes peut-être pour faire le lien avec ce qu'on disait ce matin. Et voilà, c'est ça. Et 4e pilier, ça a été aussi également un peu évoqué ce matin, de principe de gouvernance. Et donc on construit un cadre où petit à petit, toutes les parties prenantes sont en situation de copiloter la démarche elle-même. Donc là aussi, ça, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais c'est itératif, c'est pas tout le monde copilote au même moment avec le même niveau de pouvoir. Et donc là aussi, on y va étape par étape. Et donc, copiloter un enjeu de gouvernance, associer quelqu'un au pilotage, c'est en fait apprendre à construire pas seulement des objectifs concrets communs, mais aussi une vision partagée, vision de la transformation. On sait vers où on veut aller chemin faisant, mais on n'est pas tout à fait sûr de l'atteindre. Et c'est au cours de ce cheminement, de ce chemin faisant, que l'on développe son pouvoir d'agir. Ok, ça fait 2 fois que tu prononces le mot de pouvoir, en lien avec la notion de gouvernance, et oui, je vais passer la parole à Isabelle Stéphane, qui m'avait autorisé à l'interrompre parce qu'il se savait bavard. On a cette question des rapports de pouvoir, peut-être aussi, quand on commence à creuser un peu ce qu'on met derrière l'innovation ambitieuse, qui pourrait aussi avoir des effets sur les établissements. Mais avant d'en arriver jusque-là, voir les associations et leurs conseils d'administration, peut-être qu'Isabelle, puis éventuellement on demandera un petit peu à Nicolas ce qu'il en pense aussi, hein, Nicolas Pécaud, que je n'ai pas présenté d'ailleurs, pardon. Vous avez peut-être plus un outil dont nous parler au sein de la Fondation John Bost, ou en tout cas qui est venu s'y implanter et qui dit quelque chose aussi de comment on peut collaborer, je crois. Oui, exactement. En fait, la petite histoire a débuté en 2017 avec la Fondation John Bost, mais en réalité, on a développé l'outil dans un modèle de co-construction. Donc, c'est un projet de recherche issu d'un groupe de chercheurs qui s'intéressait à la personnalisation des soins et services. Donc, c'est l'Institut de première ligne en santé et services sociaux au Québec, à Sherbrooke.
Et en fait, on se rendait compte avec l'équipe de recherche qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils. En fait, moi, je suis travailleuse sociale à la base et en fait, on se rendait compte que les outils qui étaient proposés au Québec pour les travailleurs sociaux, c'était souvent des outils qui étaient top-down, qu'on se faisait imposer finalement et qui faisaient très peu de sens pour les professionnels. Et on s'est dit, mais comment on peut créer un outil qui va faire du sens pour les professionnels, mais qui va aussi amener la personne accompagnée à s'inscrire, à s'engager dans un projet de vie, de soins, d'accompagnement qui fait du sens pour elle et avec laquelle on peut co-construire finalement des actions, des objectifs qui vont vraiment l'aider à développer ses compétences, à être dans un processus d'autodétermination. Donc, on a mis sur pied la plateforme. En fait, c'est un projet de recherche avec des chercheurs, avec des gestionnaire, des professionnels, des personnes accompagnées. En 2017, on était rendu à la version 2.0, je crois. Donc, elle était adaptée pour un public vivant avec un handicap psychique. Et nous, lorsqu'il y a eu la rencontre, en fait, c'était lors d'un voyage d'études à la Fondation qui cherchait des solutions innovantes pour accompagner les personnes et leur permettre de participer davantage à leur projet de soins et d'accompagnement. Donc, il a été décidé, en fait, de faire une entente de partenariat de recherche et développement pour continuer le processus qu'on avait débuté au Québec, mais pour adapter la plateforme aux réalités des publics accueillis à la Fondation. Donc, des gens qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, un handicap psychique, un trouble de déficience intellectuelle, polyhandicap aussi. Donc, on a refait sensiblement le même processus qui a été fait, c'est-à-dire qu'on a mis en place des groupes dans des établissements pilotes. Bien sûr, au départ, on a fait un état des lieux. Donc, pour revenir un peu à la notion de transférabilité dont on parlait plus tôt ce matin, eh bien, nous, ce qu'on se disait, même si moi, je suis porteuse avec mon collègue Pierre-Luc Bossé d'un projet au Québec, mais ici, on ne veut pas placarder ce qu'on a bien fait au Québec parce qu'on est supposément très innovants, les Québécois. Mais le but, c'était davantage de dire comment on peut inscrire cette démarche-là pour que tout le monde s'y sente partie prenante, se sente privilégié et ait le goût et soit moteur. Et nous, ce qu'on dit aux professionnels, c'est on a besoin de votre regard, on a besoin de connaître quels sont vos outils actuels, quelles sont vos pratiques, quelles sont les dynamiques d'équipe, comment se passent les processus de prise de décision, comment sont organisées les réunions, les temps de travail. Et c'est tout ça qu'on essaie de prendre en compte avec les équipes, en faisant participer aussi les personnes accompagnées comme Nicolas, donc au processus. Justement, comment elles participent? Oui. Et puis ensuite, Nicolas validera ou invalidera. Oui, eh bien, c'est sûr que pour les débuts, on a débuté en 2018. En fait, on a décidé de davantage consulter les professionnels au départ pour voir saisir en fait l'usage qui était fait des outils, même au niveau informatique. Et là, on s'est rapidement rendu compte que l'informatique, c'est pas facile et simple pour tout le monde. Donc, oui, on a dû prendre ça en considération aussi. Et on voulait voir aussi avec les professionnels quel était le degré de participation des personnes accompagnées. Est-ce qu'elles participent déjà à leur projet ou très peu? Et donc, à l'aide des établissements pilotes qui ont testé l'outil dans son modèle de base, on a pu co-construire avec les professionnels et intégrer certains documents à l'intérieur de la plateforme pour l'adapter aux usages qui devaient être faits par les professionnels et faciliter aussi l'usage avec les personnes accompagnées. Donc, avec la Fondation, finalement, on a co-construit le module d'observation interprofessionnelle et le module d'évaluation interprofessionnelle qui reprend les notions que Dr. Réa pourrait expliquer mieux que moi. Jéva compatible et Séraphin compatible. C'est très beau, mais je ne peux vous l'expliquer. Et donc ensuite, on a demandé aux professionnels de se saisir de l'outil et de le tester avec les personnes accompagnées et que on a fait des retours aussi avec les personnes accompagnées pour qu'elles nous parlent de comment elles avaient vécu l'expérience de l'usage de la plateforme que je n'ai pas nommée, qui s'appelle le projet Baromètre.
Donc voilà. Ce qu'on pourra trouver en ligne également. Oui. Et qui permet donc de demander à Nicolas. Nicolas, vous avez apparemment travaillé avec Isabelle. Oui, avec Isabelle parce qu'elle m'a aidé beaucoup. Parce que le travail j'ai fait de l'année et beaucoup de progrès. Parce que le début c'était difficile pour moi. Et comment j'ai fait des grands chemins par-dessus. Donc ça vous a beaucoup aidé en fait de faire ce travail participatif. Et voilà. Merci. C'était vraiment difficile, mais... Et j'ai choisi les compétences. Merci beaucoup. Et c'était vraiment dur. Hein. Et vous le dire quand même. J'ai fait beaucoup de progrès et je suis fier de moi. Et mon projet avance. Ça c'est chouette. Et je vous dis merci. Tout le monde est là aujourd'hui pour écouter tout le monde. Et m'excuse. Hein. Merci beaucoup. Les malades, les gens, ils voient un monsieur à côté de moi. Ça me fait la peine. Je le vois comme ça. Et c'est dur. Voilà. Merci. Cela dit, vous en sortez très bien. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et si vous avez envie d'en rajouter ensuite, n'hésitez pas. Hein. On reviendra vers vous. Peut-être vous aurez des conseils à donner aux gens de la salle. Ce sera ma dernière question. Mais avant ça, on va se tourner vers Philippe Aubert, qui lui aussi avait un point de vue sur certaines questions. Alors, en préparant ce travail, on se demandait, et j'aimerais bien vous entendre là-dessus, Philippe, quand on veut associer, par exemple, des personnes qui vivent des situations de handicap, à quoi on doit penser? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces démarches, ces entreprises collaboratives, d'après vous? Merci Cédric. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis vraiment ravi d'intervenir aujourd'hui. Pour me présenter brièvement, je suis auteur et conférencier, formateur et consultant sur les pratiques inclusives du handicap. Je vis à domicile en Île-de-France, et donc pas au sein d'un établissement de la FEAP. Mon propos est celui d'un sociologue de formation, tout autant que d'un usager de services liés à l'accompagnement humain. Dans le cadre de la commission, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt tous les projets innovation partagés avant ce congrès pour soutenir et évaluer les initiatives prises, ici et là. Mon regard est sans doute particulier. Je suis toujours en train d'examiner la nature de l'apport de chaque initiative au processus d'expression de l'identité de la personne en situation de handicap et le propre rôle de celle-ci dans l'action entreprise. Au fond, ma grille de lecture reste celle exprimée dans mon livrage d'exister. Toute initiative, même très limitée, doit permettre, à mes yeux, à la ou aux personnes handicapées d'exprimer, même de façon très timide, cette identification de soi. Un exemple, dans une masse où je suis passé. J'ai créé une belle révolution quand j'ai pris l'initiative de demander qu'on puisse s'écoucher selon son désir individuel, alors choisi par chacun de nous. Pour me faire bien comprendre, il y a plusieurs postures possibles dans une situation donnée, être simple spectateur passif, ou bien participant, ou encore acteur, ou aussi auteur, voire créateur, expert et même chercheur. On voit bien que ces différentes postures engendrent des conditions différentes pour toutes les personnes concernées, les personnes en situation de handicap, mais aussi leurs interlocuteurs, personnes dites valides. Ces interrelations actives suscitent des dynamiques nouvelles. En particulier, j'ai la conviction que seul ce processus peut permettre de révéler et de mobiliser le savoir expérientiel particulier de la personne concernée. Cette notion de savoir expérientiel est très complexe et mérite une attention particulière. Elle est à entrées multiples et renvoie aux conditions existentielles de la personne. Je crois profondément que c'est souvent, presque toujours, sa révélation qui est en jeu dans toute initiative collective et qu'elle est la voie de toute construction de l'autonomie et de l'autodétermination de toute personne. La mienne est pour moi la vie des relégations. Je suis en permanence
permanence confronté au regard sur ma dépendance physique et les adaptations numériques et humaines à ma communication. Depuis l'enfance, au vu de ma dépendance et du handicap, on me relègue comme simple spectateur de la société. On me promettait d'ailleurs le meilleur avenir en foyer occupationnel. En tant qu'adulte, par mon libre rage d'exister, c'est vraiment un cri que j'ai poussé. Cri de rage pour que l'on me prenne en considération, plutôt que me reléguer au second plan. Sur la base de ce livre et de ma vie depuis, j'ai vraiment à cœur de montrer que ce n'est pas le handicap qui nous définit, et par conséquent, que les personnes en situation de handicap, et toutes celles accompagnées, peuvent, j'oserais dire doivent, exister, et pas seulement vivre. Depuis les lois de 2002 et 2005, tout encourage notre pleine participation à l'ensemble des activités de la société. Pourtant, combien encore de freins aux activités sociales, culturelles, professionnelles, etc. Hier a démarré la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Tous les chiffres ne sont pas bons, mais il y a de l'espoir. Je ne peux donc que vous inviter à être nos catalyseurs et ainsi à nous accompagner à entreprendre nos vies, en être les actrices et acteurs, les auteurs. Merci. Je pense qu'il y avait encore une ou deux petites choses à réaborder ensemble. Merci Philippe. Alors, je fais un petit peu circuler la parole et je reviens à vous, puisque finalement, Nicolas, Philippe nous montrent, chacun à leur manière, il y a peut-être des choses auxquelles on ne s'attend pas quand on pense innovation et qui sont peut-être à la fois plus innovantes et plus citoyennes qu'on ne l'imagine quand on a ce titre. Stéphane, Bastien peut-être, hein, avec qui on est allé assez vite tout à l'heure, et éventuellement Isabelle, est-ce que vous avez un temps de réaction là-dessus, un commentaire ou quelque chose que vous retrouvez sur les compétences en fait des personnes et comment vous les mobilisez? Je vous prends un brûle pour point. C'est pas prévu, qu'est-ce qu'il nous fait? En deux mots, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que nous, bon, à Saint-Hélier, c'est un modèle parmi les modèles. C'est pas le modèle absolu, bien sûr, de la conception. Nous, en fait, on s'appuie sur les compétences d'usage des personnes sollicitées autour du projet d'innovation. D'accord. Voilà, sur cette expertise qui est celui qui va avoir dans les mains, à la fin, la solution est dans le champ du handicap. Quand on collabore avec des ingénieurs, des chercheurs ou des cliniciens dont je fais partie aussi, on a des représentations de ce qu'est la compétence de la personne usagée, alors qu'elle soit en situation de handicap, qu'elle soit des fois professionnelle. Et donc l'idée, c'est justement c'est casser l'idée que c'est mieux que ces usagers, et de s'appuyer sur ces compétences de celui qui va à la fin l'utiliser. Avec des spécificités qui sont extrêmement variables en fonction effectivement du profil de la personne accompagnée. Voilà. Et quand on a un ingénieur devant un fauteuil roulant, lui il n'a aucune idée de quelle va être la bonne manière d'utiliser ce fauteuil. Et donc c'est bien de s'appuyer sur celui qui sait pour faire avancer la technologie. Merci Bastien. Stéphane, sur la compétence, idem, en deux mots, hein, même punition, qu'est-ce que ça t'évoque? Le texte, je ne m'attendais pas au texte de Philippe, donc c'était une surprise. Merci pour ce témoignage. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les compétences de médiation et d'intermédiation. Si je n'ai pas fait l'expérience d'une rencontre et d'un échange avec Philippe, je me dis que je n'aurais rien compris. Si je n'arrive pas à casser ma représentation, on se connaît déjà un petit peu, on s'est déjà vu, donc je n'ai pas été surpris de rencontrer Philippe. Mais si je n'apprends pas à casser ma représentation, je n'arriverai pas à m'immerger dans ce que Philippe propose et veut partager, et donc je ne pourrais pas co-créer avec lui, et donc je ne pourrais pas faire moi mon métier de médiateur ou d'intermédiateur comme je l'évoquais tout à l'heure. Il faut d'abord que je travaille sur moi pour après mieux exercer et mieux utiliser ces techniques de dialogue dont on parlait ce matin, cette ingénierie, être stratège avec et par les personnes elles-mêmes. Si je commence pas par ce travail sur moi, puis après mon expertise, ma compétence de médiateur ou d'intermédiateur, j'irai pas très loin. Est-ce qu'on peut imaginer que ce travail sur soi passe par
partager ensemble des expériences dans des contextes autres que ceux dans lesquels on se rencontre Ah oui, habituellement. moi je l'ai appris dans le quartier où j'exerce, le quartier Humanicité, là on s'est rencontrés avec Philippe. J'ai appris sur le tas. Et je crois que pour nos étudiants, puisqu'on est à l'université, on peut leur faire des cours en amphi, mais tant qu'ils ne sont pas venus et qu'ils n'ont pas rencontré voilà, des gens ici, voilà, c'est pas qu'intellectuel, quoi. C'est avec la main, il faut agir et il faut le ressentir, et c'est là où on comprend notre métier. Tête, cœur, main, comme tu le dis parfois. Tête, cœur, main. Et ce qui permet pour le cœur comme pour la main et la tête de passer à Isabelle et Nicolas s'ils le souhaitent, hein, bien sûr. Ben justement, les compétences, quoi, ce qu'on sait faire, ce qu'on apprend, ou ce qu'on va chercher chez l'autre, en 2 mots. Oui, ben en fait, nous, on a vu vraiment les professionnels s'investir avec les personnes accompagnées comme Nicolas, vraiment dans le... Moi, j'ai fait mon projet de mémoire aussi sur l'implantation de baromètres à l'établissement où Nicolas était auparavant. Et on voit les professionnels qui disent, mais ça remet la personne au cœur de son projet. On a enfin un espace dédié où on est à l'écoute, où on peut se décaler, ce qui est complexe quand même, mais ça permet de se décaler du quotidien, surtout lorsqu'on est dans un établissement d'hébergement. Donc ça représente un défi aussi, mais on voit que, et même les personnes accompagnées, ben, on a vu qu'il y a des projets qui se sont transformés, auxquels on a eu des belles surprises. Nicolas, tu peux en témoigner aussi. Alors, une belle surprise. Bon, je vais contrer ma vie. J'ai eu longtemps, j'ai fait beaucoup de bêtises. Et après, j'ai dit, c'est le moment de venir adulte. J'ai dit comme ça, il y a Johanna dans la salle. Il y en a, voilà. Et il y en a beaucoup d'éducateurs, il m'a dit comme ça, aller à l'avant, pas reculer. Et c'était pas bon. Et je les ai pas tendus, mais j'ai fait beaucoup de bêtises à mon âge, mais je le regrette parce que maintenant j'ai grandi dans la tête. J'ai compris parce que il y a beaucoup de médecins me l'ont dit, c'est le moment de grandir dans ta tête, et j'y l'ai fait. Vraiment. Et le projet, c'est mon appart. Et voilà. Merci Nicolas. Et je souhaite aussi, c'est qui travaillent au foyer ou un truc comme ça avec des malades, un truc comme ça, faites-les s'il vous plaît, les aider. Merci. Merci pour eux. Et alors Philippe, dites-nous, vous, sur la question des compétences justement, et peut-être même du savoir expérientiel. Vous pratiquez le duo de compétences. Je crois que vous aviez quelque chose au pluriel à nous partager aussi. Au regard de mon expérience du milieu social, médical et médico-social, il me tient à cœur d'exprimer mes convictions sur ce sujet. Le monde du handicap ne doit jamais s'isoler, se concevoir comme un monde à part. Nous sommes la société, aussi diversifiée que le reste. Je défendrai toujours une vision commune de la société et un refus d'appartenance exclusive. Une des façons essentielles d'assurer cette vision commune est de reconnaître les personnes en situation de handicap pour leurs capacités et non à partir de leurs incapacités. J'ai développé ce point de vue au cours d'un comité interministériel du handicap, en qualifiant les personnes en situation de handicap de bricoleurs de génie de la vie. C'était une façon d'attirer l'attention sur une face inexplorée de l'approche du handicap. L'autonomie est une réalité d'interdépendance et de lien avec les autres. Avec Paul Ricoeur, pensons qu'être autonome, c'est être identifié par soi et par les autres comme un sujet décideur de ses propres actes. C'est aussi avoir confiance dans sa propre capacité à être cet acteur, ce sujet, cet auteur. Aussi, la difficulté d'attester de ses capacités, parce qu'on est a priori qualifié d'incapable et donc d'irresponsable, est une terrible peine. Toute personne en situation de handicap, quel que soit ce handicap, visible ou non, connaît cette épuisante injonction d'être soi et de croire en soi, malgré l'opinion dévalorisante ou agressive de certaines autres personnes. C'est une charge psychique énorme, qui nous pousse aux limites et nous détruit souvent.
Elle rend souvent difficile, ou même impossible, inaudible, la construction et l'expression de notre joie de vivre. Je tiens à vous partager les compétences ou capacités à mettre en avant pour y arriver. Tout d'abord, j'insisterai sur le respect, plus chaleureux qu'une froide distance professionnelle. Deuxièmement, la place de l'écoute. Écoute des besoins, des personnes accompagnées, comme de celles qui les accompagnent. Trop de burn-out se produisent dans vos métiers. Et sans ces choix de carrière, nous allons être vraiment en situation de handicap permanent. Enfin, à mon avis, la communication dans ce système est primordiale. En exemple, avec mon équipe, nous mettons un point d'honneur à exprimer sans filtre nos attentes, nos frustrations et nos joies, ce qui nous permet de construire et d'entretenir des types de confiance entre nous. Tout d'abord, une relation de confiance émotionnelle qui amène à poser un autre regard sur le handicap, à déconstruire les préjugés et les stéréotypes mutuels, permettant à chacun de poser un regard humain et ajusté sur l'autre. Nous ciblons alors nos propres besoins concernant la place, l'implication et les limites émotionnelles de chacun dans le cadre de la relation. Faute de quoi, nous pourrions passer à côté d'un besoin, une gêne ou une difficulté entraînant une dégradation émotionnelle de la relation. Dans un deuxième temps, je parlerai d'une confiance opérationnelle qui renvoie davantage à la capacité de communication vis-à-vis de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pour ce faire, nous échangeons constamment et relisons nos expériences communes pour en tirer des leçons et affiner notre fonctionnement et notre équilibre en équipe. Ce que beaucoup de vos équipes font déjà est bien, mais seulement entre elles, entre professionnels, sans inclure chacune des personnes accompagnées dans cette relation. Peut-être on reviendra sur la question des serveurs d'expérience. Oui. Mais avant d'en arriver là, une question pour chacun et chacune, et puis on pourra tranquillement ouvrir à des questions et échanger avec la salle. Vous avez été déjà très concret dans tout ce que vous nous avez rapporté, sur plein de dimensions, y compris émotionnelles. Si on voulait être encore plus concret, et que dans la salle, ce qui est le cas de l'ensemble des participantes et participants, vous inspirez l'envie de s'y mettre demain quand on ne s'y met pas déjà depuis de nombreuses années, ce qui est sans aucun doute le cas. Quel petit conseil, quelle petite victoire d'ici demain ou pour demain vous pourriez nous suggérer, proposer pour construire avec et faire part autour de l'innovation? Vous l'avez eu, cette question. Qui veut se lancer là-dedans? Le petit conseil d'ici demain ou pour demain, quand je rentre chez moi. Moi, je l'ai entendu ce matin, se donner le temps. Ça, c'est un facteur non négligeable. Comme l'a dit Stéphane aussi, impliquer les personnes dès le début, mais aux bons endroits, dans les bons espaces, finalement. Et le transfert de connaissances, c'est toujours très intéressant. Donc, innover à partir des pratiques qui se font ailleurs, c'est pertinent aussi. Donc, copier peut être joué. Aussi. Je dirais qu'au concevoir, c'est aussi accepter que le projet ne nous appartient pas complètement. Que s'il y a un point A, un point de départ A, quant au co-conçoit, il faut accepter que le point de finale ne soit pas le point d'arrivée. Et que c'est ce qu'on évoquait aussi dans l'idée de casser notre propre représentation, c'est co-concevoir, c'est accepter que l'autre apporte sa compétence et que le projet évolue au fil de cette lumière. Et donc accepter que ce qu'on a défini au départ soit parfois, ce qu'on arrive à développer à la fin, soit des fois très loin ou un peu loin de l'idée qu'on avait, en tout cas pour ceux qui portent le projet. En subsidiaire, pendant la pause, je te laisserai conseiller à chacune comment le justifier auprès de son financeur. Hein, ça, Stéphane? Justement, tu parles de financement. Ouais. On a beaucoup parlé de ressources, de compétences, donc on pourrait se dire j'ai pas les compétences, donc j'ai commencé par faire les compétences. C'est bien de se former, on a dit, c'est bien sûr. Ou alors j'ai pas les ressources, j'ai pas les moyens,
Donc moi, le petit conseil, c'est pas trop se poser de questions. Faut faire. Bonne fin de journée. Il y a un outil, une technique, bon ok, quand j'ai réfléchi un petit peu, ok, j'essaye de préparer, d'anticiper, on cherche le PPP, le plus petit pas possible pour agir demain, pour être en mouvement. Et de toute manière, j'aurai jamais toutes les compétences, j'aurai jamais tous les moyens, mais demain ou dans l'heure qui suit, qu'est-ce que je veux faire pour avancer et par l'action et après relire l'action, et c'est un apprentissage et on s'améliorera. Donc peut-être le corollaire de ça, c'est pas avoir peur de l'erreur ou du ridicule, ou en tout cas de l'erreur. On a été biberonné à la réussite, à l'expertise, à l'excellence. On est une université. Ouais, ok. Soyons joyeux de vous être trompés parce qu'au moins on a osé. Quoi. Merci. Philippe, peut-être sur comment ? Sur le savoir-faire. Et puis on enchaînera le conseil. Oui, tout à fait, tout à fait. La question des savoirs En d'excellence. conclusion, je voudrais évoquer ce que l'on mobilise vraiment derrière cette notion de savoir expérientiel, entre guillemets, des personnes en situation de handicap. Il s'agit autant de développer le pouvoir d'agir, ce qui nous permet d'avoir la capacité de, ou comme on dit dans le milieu de la recherche internationale, avoir des capabilities. Ce qui, à mes yeux, se traduit comme étant autant d'un côté, avoir un savoir sensible, expérimenter la saveur de la vie, et des sensations, des sens, comme sentir, faire attention, savoir vivre, savoir être, que d'un autre côté comme savoir-faire, connaître, produire des connaissances, ou comme faire savoir, donner du sens, s'engager, ouvrir les possibles. Cette volonté d'être au monde, d'exister, passe nécessairement par avoir des ressources, si l'on veut aboutir à une réelle autodétermination et autonomie. Pour y arriver en tant que société, il me faut souligner les difficultés, voire les limites des politiques publiques, notamment de santé, et donc les réalités de terrain en établissement, institution et à domicile, face aux réalités forcément singulières. Mais je souhaite être bien compris. Je ne conteste pas l'apport considérable des politiques publiques vis-à-vis du handicap. Cependant, toute action de ce genre, entre guillemets, catégorise ou norme, donc protège, assure des moyens indispensables en séparant. Chacune, chacun perd sa singularité biographique au sein de cases séparées. Ça ne s'articule pas, ou mal, et on perd en efficacité et en moyens, me semble-t-il. La co-construction d'une politique publique de l'autonomie et du projet que vous pouvez porter à la FEAP suppose la conscience de ces deux réalités difficilement conciliables au premier degré, mais toutes de nécessaires. Cette double logique n'est dépassable que par la reconnaissance de tiers passeurs, agit traducteur entre ces deux logiques. Et c'est là que chacune, chacun d'entre vous aujourd'hui peut intervenir. C'est pourquoi je vous invite à orienter vos réflexions vers la prise en considération de tous les travaux récents sur les processus d'apprentissage de l'autodétermination. Cette notion d'autodétermination est sans doute essentielle dans une approche positive de l'autonomie pour les personnes en situation de handicap, car elle les repositionne comme sujet majeur de leur pouvoir d'agir. Je m'associe à vous. Notre travail consiste à bien détecter les obstacles, notamment sémantiques, sociologiques et éthiques, qui peuvent entraver cette dynamique, mais aussi à examiner tous les processus inspirant des pratiques nouvelles et innovantes. J'ai conscience que s'ouvre là un énorme champ qui suscite d'abord le rôle direct et majeur des personnes en situation de handicap, mais interroge aussi toute la chaîne des attitudes et des savoirs des accompagnants, familles, associations, professionnels, institutions, et aussi les technosciences utilisables, les moyens techniques et financiers à disposition. On réussira ensemble. Mon conseil serait de faire confiance aux personnes que vous accompagnez et de les impliquer individuellement et collectivement pour trouver des solutions de façon croisée. Pas uniquement par pathologie ou groupe de handicap commun. C'est cette force collective qui est une piste pour sortir de la seule vision médicale, médico-sociale du handicap. Faisons le pari de faire par les personnes concernées. Rien pour nous sans nous. Merci. Merci Philippe. Donc avant que d'ouvrir un temps d'échange avec vous, et donc il y aura sans doute
La première, si vous avez des questions pour Philippe Aubert, merci de les poser d'emblée pour qu'il ait le temps de préparer les réponses, d'une part. Et d'autre part, chacune, je crois, vous avez illustré des choses que j'ai déjà entendues de gauche et de droite par les uns ou les autres. Les bonnes personnes sont souvent celles qui sont là, ce qui répond aussi à une remarque qui avait été faite tout à l'heure. Et puis aussi, peut-être se dire que le discours de Philippe sur l'autodétermination peut permettre de faire alliance avec, y compris des professionnels qui se sentiraient peut-être un peu, comment dire ça, de manière perturbés dans leur mode de fonctionnement, en rappelant que finalement ça concerne tout le monde. Et donc ça peut s'appliquer à chacun et chacune d'entre nous, ce qu'on oublie quand on a la capacité de le faire vivre soi-même sans avoir besoin du soutien de l'autre pour que l'autodétermination advienne. Cela étant, ce sera ma seule contribution et on se tourne maintenant vers la salle pour le quart d'heure qu'il nous reste, si je ne dis pas de bêtises, ou la demi-heure si vous voulez sucrer la pause. Une première question. Merci. Bonjour, Kai Kung, je suis coordinateur du club autogéré de rétablissement par l'emploi au sein de la mutuelle La Mayotte. C'est plus un témoignage qu'une question. Nous sommes un dispositif qui accompagne au niveau social et professionnel des adultes qui souffrent de troubles psychiques. Et c'est vrai qu'une des ambitions que l'on a, c'est de construire avec elles tout ce qui a trait au dispositif. Donc on met en place des instances où on discute, on échange de tout, du fonctionnement, de la gestion du dispositif. Et malgré ça, j'ai l'impression que toutes les décisions qui sont prises, bien qu'elles soient collégiales, j'ai l'impression, moi, que j'oriente un peu trop les décisions qui sont prises et du coup, je m'interroge sur la qualité de la co-construction et sur la place qui est donnée à toutes les personnes qui m'entourent au niveau de notre activité au quotidien. Donc ce témoignage est peut-être, alors si vous avez des réponses à cette question-là, je suis preneur. Merci. Moi je vous renvoie une question. Qu'en pensent les intéressés de votre réflexion sur « j'oriente trop » Moi j'ai l'impression que dans un premier temps, ils sont dans cette attente parce qu'ils se sentent peut-être illégitimes. On ne leur a jamais demandé de participer à ce genre d'approche. Donc ils ne s'en sentent pas ni les capacités, ni les compétences. Et ce sont peut-être même des questions qu'ils ne se sont jamais posées. Ils ont toujours été plutôt consuméristes, donc d'une façon descendante. Ils attendent une prestation d'un professionnel. Et c'est vrai que pour l'instant, je pense que c'est la première fois qu'ils sont en phase de cette façon d'essayer de faire les choses. Peut-être votre témoignage me fait penser à une expérience. On intervenait dans un parc zoologique de Lille où, je l'ai dit, c'est une collectivité, mairie de Lille, fait le constat de qualité de travail très dégradée et nous pose la question comment on ferait. Donc on se dit il faut transformer le travail par les agents au travail. Mais comment ils feraient ça? C'est quoi leur expertise? Et le premier truc qu'on a proposé, c'est, on appelle ça dans notre jargon, un lieu totem d'échange. Donc on a dit aux agents, si vous voulez un lieu de réunion, de rencontre, de travail un peu différent, ce serait où, ce serait comment? Et c'est ce qu'on a fait. Il y a eu un témoignage comme ça tout à l'heure sur, je ne sais plus qui disait, on a pris la peinture, on a personnalisé, c'est peut-être vous, monsieur Passemiret. C'est un peu ça, ce lieu totem. Et donc ils ont personnalisé un lieu de réunion un peu particulier, comme ils l'imaginaient, équipé comme ils l'imaginaient. Et c'est à partir de cette démonstration-là qu'ils se sont dit, ok, donc on est acteur de notre cadre de travail matériellement, hein, les coussins, la couleur, quelle machine à café, la récup, pas la récup, nos déchets, enfin des trucs comme ça. Ils se sont dit, ok, si c'est ça la manière de travailler, on peut maintenant de travailler des choses peut-être plus, entre guillemets, sérieuses. Et puis de là, on est parti sur 2 ans et demi de travail à transformer le travail, accompagné par des chercheurs spécialisés sur la qualité de vie au travail pour évaluer la transformation. Mais au début, ça a commencé par de la peinture et des coussins. Bonjour, Eric de Sailly, directeur du pôle recherche et innovation de la Fondation Hélène Podats.
J'ai une question par rapport au recueil et à l'exploitation, d'une certaine manière, du savoir expérientiel pour construire l'innovation. Je rebondis sur un propos qui a été tenu par M. Fraudet en début d'intervention. L'expérience de la recherche clinique, c'est parfois lourd, c'est parfois utiliser des groupes contrôle, apparier ou non, etc., pour se mettre à l'abri d'un certain nombre de biais. Et donc ma question, c'est dans la démarche participative, est-ce qu'il peut y avoir des biais dans le recueil et dans l'exploitation du savoir expérientiel? Lesquels sont-ils et comment est-ce qu'on s'en prémunit? Ouais, bien sûr. Il ne faut pas croire que quand on mène une expérimentation, une conception, quel que soit le modèle, c'est la vérité, elle est aussi la vérité du moment. C'est la vérité des gens avec lesquels tu vas co-construire. Et que la réponse que tu as dans l'instant n'est pas forcément toujours généralisable. Alors après, il y a des modèles qui permettent d'avoir suffisamment de données pour essayer de limiter au plus les biais de recueil, mais ça reste une vérité contextuelle. Un peu aussi comme la recherche clinique, je dirais, mais d'une autre manière, ouais, pour autant. Ce qui est au passage ce que raconte toute la littérature sur les approches qualitatives et la recherche dans certaines sciences humaines et sociales, mais soit, on va pas faire tout l'historique de la construction du savoir. D'autres questions peut-être? Commentaires ou envie d'en savoir plus sur un élément qui a été évoqué? Vous avez encore l'occasion d'en profiter, puisque nos collègues sont disponibles. Un commentaire sur ce qu'on a vu dans les groupes, peut-être, notamment les groupes de travail. Et il est aussi apparu et surgissait parfois, ce qu'on n'a pas évoqué beaucoup dans la table ronde, mais des aspects qui peuvent paraître plus négatifs ou un peu plus côté obscur de la force, c'est-à-dire que, comme on l'a déjà été amené, notamment avec Stéphane, le présenter dans d'autres audiences pourtant, semble-t-il, assez acquises à l'idée de faire du participatif, et donc pour qu'on soit toutes et tous d'accord en sortant de cette pièce là-dessus, ça reste un cheval de Troie, la participation. Donc à partir de là, oui, bien sûr, et c'est pas forcément un mauvais signe, ça peut tanguer dans les projets, dans les organisations, quand on justifie auprès du financeur que mais si, c'était quand même bien ça qui était l'attendu. Et une des choses qui apparaissait aussi dans certains des projets qu'on a auditionnés, c'est que finalement, la vraie innovation n'était pas le produit, le service ou la posture à laquelle on arrive, mais, pour faire les échanges de ce matin, les mécanismes qui avaient permis d'y arriver. Et si on voit l'innovation de cette façon-là, copier les mécanismes en les modifiant, je vous renvoie au Centre national de recherche textuelle et lexicale, c'est le deuxième sens du verbe copier. S'inspirer des traits pertinents, ce qui n'est pas forcément une décalque, même si c'est comme ça que les arts et donc la science se sont construits. D'autres questions? Ou la pause est nécessaire? Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose dans la table ronde? Ah, il y a encore une main qui se lève. Merci. Comme je suis présidente de la commission vie associative, je voudrais remercier nos deux intervenants qui quelque part nous renvoient à beaucoup d'humilité. C'est vrai qu'un administrateur, on est dans la vitesse, on va vite, on est dans le process, on est en train de rechercher de l'argent, on essaye de... Et on oublie parfois pourquoi on est administrateur. Alors je vous dis merci au nom de la commission vie associative et peut-être que j'aurai le plaisir de vous voir à une de nos commissions. Merci. Je pense qu'on va rester là-dessus. Pierre, Salomé, Élise. Très bien. Sur ton main. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les nombreux, 6, 7. Merci à tous. Donc là, on a 15 minutes de pause, un peu plus, parce qu'on finit un peu en avance. Mais 15 minutes de pause café.